Jean-François Brossin n'est pas le seul à penser que la GRC ou la police aurait pu tuer Mario Bachand. Il y a aussi Michael McLaughlin, qui est un auteur au Canada anglais, qui a publié un livre à la fin des années 90, après une enquête. C'est un livre qui est basé sur des preuves documentaires impressionnantes, des entrevues. L'ennui, c'est que souvent, les sources clés de Michael McLaughlin sont anonymes. A lot of the related topics are very, very explosive. You know, they're not just ordinary topics. Mm-hmm. I know. And literally lives are at risk. And I mean, it's actually probably one of the biggest stories of the modern era for Canada. So that just worries me because I haven't had time to think clearly about what I should reveal. It would be very easy to reveal something that would cause, there could be big trouble. But it can't be worse than your book. I mean, you've. No, it could be. It could be? Okay. Okay. Oh, yes, because he wasn't the only fellow who died. There were others. Grâce à des demandes d'accès, on a obtenu plusieurs documents qui viennent de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada. Des documents qui remontent à 63, au tout début de son engagement. Ouais. On voit des photos et puis on apprend plein de choses sur lui, notamment qu'il parlait anglais, qu'il s'intéressait peu au sport, mais beaucoup aux arts. Qui était d'une intelligence supérieure. Oui, à la moyenne. Et qu'il était marié, qu'il s'est marié à 17 ans. À ce stade-ci de notre enquête, on n'écarte aucune thèse. Et une des thèses qui est dans le décor, c'est évidemment que ce soit la GRC qui a tué ou fait tuer Mario Bachand. Alors, j'ai fait une demande officielle à la GRC pour avoir une entrevue, pour en savoir plus sur le processus d'enquête, sur, c'est quand même l'assassinat d'un ressortissant étranger. Alors, on attend la réponse. Donc, on s'en va rejoindre Marc Lalonde, qui est l'ancien directeur de cabinet de Pierre-Éliott Trudeau entre 1968 et 1972. Donc, il était là au moment le plus marquant de l'histoire du FLQ. Là, on veut vraiment voir jusqu'où le fédéral était prêt à aller. Donc, c'est important d'avoir sa version des faits. S'ils ont effectivement commandé un assassinat politique, c'est pas le genre de choses dont tu te vantes. Non, mais c'est sûr qu'on est maintenant 50 ans plus tard. Le contexte a changé, donc je sais pas. Peut-être qu'il va au moins nous donner des détails qui vont nous permettre d'aller plus loin. L'affaire Mario Bachand, donc un membre du FLQ qui a été assassiné à Paris en mars 1971. Et puis là, par rapport à cette histoire-là, il y a beaucoup de mystères qui entourent. On n'a jamais retrouvé le meurtrier. On ne connaît pas les causes du meurtre. Et des gens qui soutiennent fermement que la GRC serait impliquée dans cet assassinat. Franchement, là, les gens sont malades. De penser à une chose comme ça, c'est ridicule. Totalement ridicule. Et irresponsable. Pourquoi la gendarmerie a renvoyé un assassin pour descendre Mario Bachand? Puis, il était à Paris. So what? Il n'était pas une menace pour l'État canadien, puis il n'était pas... Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait à Paris? Est-ce qu'il a... Il a insulté quelqu'un qui n'aurait pas dû insulter, ou s'il était mêlé à des milieux criminels? Aucune idée. Mais, et encore là, c'est la police française qui ferait enquête, puis s'il avait découvert quelque chose comme ça serait sorti. Écoutez, c'est complètement farfelu. Vraiment, là. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui circulent encore ces conneries-là.
Marc Lalonde nie catégoriquement une implication du fédéral dans l'affaire Bachand. Pour lui, la GRC n'a joué aucun rôle là-dedans. C'est ridicule. Donc... Ouais. En même temps, on se faisait pas d'illusions. On savait qu'elle allait pas nous faire comme ça, en entrevue, une confidence d'une aussi grande gravité. Mais ce qui serait bien, c'est d'aller voir un journaliste qui a enquêté sur la GRC, qui s'intéresse aux services secrets depuis longtemps. Puis évidemment, on a pensé à Normand Lester, qui est très connu, travaillé depuis très longtemps sur ces sujets-là. Pour vous, l'affaire Bachand, qu'est-ce que ça représente, dans le fond? Est-ce que c'est un cas important? Est-ce que c'est un cas qui se démarque? Évidemment, il va toujours y avoir une intrigue parce qu'on ne sait pas qui l'a tué. Et ça à chaque fois, hein, c'est comme l'assassinat de Kennedy. Apparemment, il y a des gens qui pensent... Alors, évidemment, quand il y a un meurtre qui est non résolu, ça crée un mystère. Mais c'est possible qu'effectivement, ce soit le gouvernement canadien qui a donné l'ordre d'assassiner Mario Bachand. Sauf que quand on regarde le contexte, pourquoi le Canada voudrait assassiner Mario Bachand? J'avais parlé à John Starnes, à Joe Ferraris, qui était responsable du service de sécurité de la GRC. Starnes ne croyait pas, bien, il était déjà à la retraite, et ne croyait pas que le gouvernement du Canada ait donné l'ordre de tuer Mario Bachand, pour la simple raison que Mario Bachand était un 2 de pique dans l'organisation Felkis, qui a fait partie de la première vague. Il n'y avait aucune raison de vouloir assassiner ce type-là. En plus de ça, de le faire à l'étranger, où, bien sûr, ça aurait fait un immense scandale diplomatique si des agents secrets canadiens avaient tué quelqu'un, un Canadien, à Paris. Alors là, on a Marc Lalonde et Normand Lester qui semblent trouver complètement farfelue la thèse d'un meurtre d'État, d'un meurtre commandé par l'État. Et quand même, on ne peut pas complètement écarter cette possibilité-là. Ça fait partie de l'énigme du meurtre de Mario Bachand. Donc, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire Mario Bachand pour devenir comme ça, aux yeux de l'État, une menace pour la sécurité de l'État? Là, c'est là que je pense, moi, qu'il faut revenir aux premiers attentats de 1963. Oui, qui ont causé des morts, notamment le gardien de nuit O'Neill, qui a été tué par une explosion dans une ruelle. Et aussi, il y a eu le cas d'un chemin de fer qui a été dynamité, sur lequel devait passer le train du premier ministre Diefenbaker. Donc, il est passé à 1 heure près, pratiquement, de l'explosion. Je sais pas qui l'a organisé, puis je sais pas quand, puis... Mais c'était ça, l'objectif, c'était de le faire sauter, là. Évidemment, quand la société est attaquée, elle se défend. Alors, la Ville de Montréal a décidé de mettre sur pied une escouade. Une vingtaine de policiers qui ont été sélectionnés. On est allé pour un cours rapide, un crash course, comme ils disent dans l'armée, à la base militaire de Sainte-Thérèse. Et nos instructeurs étaient des ingénieurs de l'armée qui avaient eu à manipuler quelques bombes dans les années précédentes. Je suis revenu à Montréal après le cours, juste à temps pour l'événement le plus dramatique de cette première vague-là. Le vendredi 17 mai 63, nos terroristes ont placé 10 bombes dans autant de boîtes aux lettres. Mario Bachand, là, l'opération des bombes à Westmount, là, c'est lui qui avait organisé ça. Ce n'était pas les boîtes aux lettres qu'on visait, c'était la ville de Westmount, qui était pour nous, si vous voulez, l'incarnation de la bourgeoisie anglo-canadienne. C'est là d'ailleurs que les 10 plus grands millionnaires canadiens habitent. On a simplement choisi les boîtes à lettres parce qu'on considérait que c'était les endroits où on pouvait, disons, c'était plus efficace, parce qu'on entourait la ville de bombes. Ce n'était pas uniquement du nationalisme canadien-français, c'était pas uniquement contre les Anglais. C'était absolument pas contre les Anglais, c'était contre le capitalisme anglo-canadien, ce qui est très différent. On l'a pas condamné, on l'a pas critiqué. Des Chris, il a attaqué nos ennemis de Westmount, tant mieux, Carlis.
T'sais, même si on n'avait pas pensé faire ça, là, mais c'était une bonne idée qu'il y a eu. Là. On avait planifié ça pour que ça explose à 3 heures du matin. Puis on l'avait planifié de façon à ce qu'il n'y ait pas de victimes et que ça fasse bien peur. On avait même mis une, c'est moi qui l'ai mis, je m'en souviens particulièrement, dans la boîte à mal devant la HMP pour les écœurer. Là. Mais il y avait des risques quand même de blesser, de tuer quelqu'un. Non, pour la simple et bonne raison que nous avons fait 2 jours avant la tournée de Westmount à 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, il n'y a pas personne dans les rues. Par la suite, on s'est tout allé chacun chez nous. À un moment donné, il était 3 heures du matin, j'entends boum, boum. J'entendais ça sauter à Westmount. Puis ça y est, c'est parti. Là, j'étais conscient que je vivais un moment sans retour. Tu sais, que c'était vraiment parti. On montre donc que le FLQ n'est pas mort, puis qu'il continue, puis que la mort, le décès d'Oni, ça ne change rien. T'sais. Puis que ça donne aussi une impression de puissance, tu sais, que le FLQ, c'était pas 10 jeunes, là, 10-15 jeunes, que c'était une organisation. On voulait laisser croire que c'était une organisation très, très structurée, très puissante. Sur les 10 bombes qui ont été placées dans ces boîtes-là, il y en a seulement 3 qui ont sauté. Les autres ont été déréglés par la chute dans le fond de la boîte à lettres. Mais ça aurait pu aussi leur sauter d'en face. On savait qu'on mettait notre vie en jeu en les déposant, parce qu'on les laissait tomber dans les boîtes aux lettres. Puis on savait qu'il y avait un risque. Le lendemain, on apprend qu'il y en a, je ne sais pas combien, peut-être la moitié qui ont explosé, puis l'autre moitié qui n'ont pas explosé. Fait que là, ils ont appelé des démineurs, dont le sergent Lidja de l'armée canadienne. On appelle l'armée et vers 10 heures le matin, Rocky Lidja a démantelé sans problème 2 de ces bombes-là. Quand il est arrivé pour prendre possession de la 3e, il a sauté dans la face. Il n'y a aucun doute que c'est une victime vraiment de la première vague de terrorisme en 1963. Il avait perdu le bras gauche. Miraculeusement, il a survécu. Mais il a été hospitalisé pendant 29 ans. Il y a eu un accident le lendemain, parce que je considère que c'est un accident de travail. Moi, je m'en suis jamais... ça m'a jamais empêché de dormir. Qui mettent les 2 mains dans une boîte à lettres sans savoir ce qu'elle contient. Je considère que pour un sergent-major, c'est pas tellement fort. Quand Walter Lidja a sauté avec la bombe à Westmount, puis là, ça devient la manchette partout, bien là, c'est ça. Là. Autrement dit, c'était pas le fait de vouloir ou de ne pas vouloir tuer quelqu'un, c'était l'impact, en tout cas des gens comme moi, qui étaient l'aspect propagande, dans mon cas, était bien, bien, bien fort. Le point, c'était qu'il en parle. On se considérait comme étant dans l'armée de libération. Fait qu'on savait qu'on nous autres aussi, on était prêts à risquer notre vie. Quand tu prends les armes et puis que tu décides de participer à un combat armé, tu mets ta vie en jeu. Que tu sois d'un bord ou de l'autre. Ça fait partie de la game. Le FLQ 63, le premier groupe catalyseur de tous les autres. Au début, il y avait eu une orientation politique nettement socialiste et révolutionnaire. Malheureusement, le contrôle de la propagande tomba dans les mains de Denis Lamoureux et le mouvement connut une légère orientation nationaliste petite bourgeoise, avec des relents quelque peu fascisants. Peu de temps après, tout le monde fut arrêté après avoir été dénoncé par un traître. À un moment donné, toutes les polices du Québec recherchaient en fait qui étaient les membres du FLQ. Il y avait un climat de panique qui s'était installé à Montréal. On écoutait la radio, la télévision, tout ça, puis qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'était pas mal la panique. Pour la première fois dans l'histoire de la police de Montréal, il y avait eu des offres monétaires, des récompenses, comme autrefois, dans l'espoir que ça allait délier les langues un peu, là. T'aurais dit aux membres du FLQ à l'époque, donnez-moi le gars qui a le moins de chances d'être un traître, puis les 2 tiers a dit Lancio. Une fois, on a une réunion chez Jean-Denis Lamoureux,
Puis Jean-Denis, il faudrait pas le dire à tout le monde, là. Jean-Denis, il fait une liste de 40 personnes membres là, ou proches là, du FLQ, là. Pas moi qui les ai tous recrutés, là. Hein. Puis là, il donne la liste à tout le monde, dont à celui-là, je me rappelle pas le nom, là, mais Ah il oui, donne... à l'indicateur de police. Ouais. J'y donne la liste encore. J'en reviens pas que... c'est là la conversation qu'on a. Je lui demandais, je dis, je parlais de l'organisation du mouvement, tout ça. Alors il m'a dit, oui, mais à l'automne, moi, franchement, je pense que je vais devoir aller faire un petit voyage en Europe. Je savais très bien qu'il n'y avait pas d'argent. Je dis, comment vas-tu faire? Ben, il dit, parce que ma grand-mère est sur le point de mourir, là, puis j'attends un héritage. Et là, j'aurais dû allumer quand la phrase suivante. J'ai dit, ouais, mais tu vas savoir assez d'argent pour lâcher la job et tout ça. On fait dit, je devrais être bon pour avoir 50 000. C'était exactement le montant qu'il y avait sur notre tête, 50 000. Des arrestations ont suivi par la suite. Et j'étais renversé de voir que c'était des enfants, hein? Des jeunes là-dedans, il y en a qui avaient des enfants d'école, qui avaient réussi à nous tenir sur le nerf pendant plusieurs mois. Notre impact, là, on l'a eu quand on a tous été arrêtés. Quand les gens ont réalisé que c'était une vingtaine de jeunes Québécois bien ordinaires, c'est là que l'effet a été le plus fort. Les journaux comme Le Devoir, tout ça, on disait hey, ce sont des nôtres, ce sont des jeunes, ce sont des indépendantistes, puis on peut pas les blâmer complètement parce que la situation au Canada français se détériore depuis tellement d'années, puis eux autres, ils veulent, puis peut-être ont-ils été maladroits. Mais en tout cas, on sentait que il y avait une certaine sympathie qui s'est installée, peut-être pas pour le geste, mais pour le but. La sentence de 12 ans, c'est que je suis responsable de la mort de O'Neill parce que c'est moi qui ai commandé l'opération, mais en plus, c'est sûr que c'est parce que je suis un des responsables de la formation du FLQ. Dès la fin des procès, je me souviens que le maire avait dit « Enfin, on a mis fin à ce vent de folie. » C'était fini, là. Ce qu'on ne savait pas, parce qu'on était des novices là-dedans, là, c'est que quand un mouvement terroriste a existé pendant un certain temps, qui s'est fait une certaine notoriété, et puis on les emprisonne, ces gens-là deviennent des héros dont vont s'inspirer d'autres personnes. Les attentats de 63 qui ont notamment entraîné des blessures graves à un des mineurs, donc qui travaillait en collaboration avec les policiers, est-ce que ça aurait pu alimenter une rancœur latente des policiers envers Bachand, qui aurait potentiellement pu mener à des actions envers lui? On en doute. Est-ce que c'est... On peut penser ça. On peut penser, mais est-ce que c'est en même temps, la véritable? piste du règlement de compte nous semble beaucoup plus crédible pour l'instant. Et c'est sûr qu'une personne qui peut nous aider vraiment, c'est Michel Bachand. Michel Bachand, c'est la sœur de Mario Bachand. C'est sûr qu'on aimerait ça arriver à toi parce que c'est toi qui détiens probablement le plus d'informations. Michel, on se parle beaucoup, là, elle m'a aidé beaucoup dans la préparation de l'enquête, mais elle hésite vraiment à témoigner à l'écran. Donc, je travaille vraiment fort pour la convaincre de participer parce que sans elle, notre enquête ne peut pas avancer parce qu'elle possède tellement de clés pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le meurtre de son frère. Donc, après avoir été arrêté, il obtient son cautionnement, là, Mario Bachand. Mais il est en liberté jusqu'à son procès. Et en parallèle, on a Robert Hudon, qui est un ancien militaire, qui refonde le FLQ sous un autre nom, l'Armée de libération du Québec, dans une optique militaire. Donc, il accumule des armes et beaucoup d'argent. Oui, il fait des hold-up, puis le banquier du FLQ, Robert Hudon. C'est son nom. Et c'est une des seules personnes qu'on sait là, qui a été interrogée directement en lien avec le meurtre de Mario Bachand. Oui, donc c'était un individu d'intérêt. Oui. Allô? Allô, Félix? Oui, moi, je viens d'arriver. Est-ce que vous approchez? Oui, c'est ça, on est en route, là. OK. Robert Hudon, il est vraiment connu comme celui qui a fait le plus de menaces de mort envers Bachand, parce que Bachand, il avait volé de l'argent, puis il l'a jamais pris. Il aimait pas Bachand, hein, c'est ça? Non.
Ah, si moi, le colis, je l'aurais tué avec plaisir. Ça a commencé comment pour vous, les tout débuts? L'ALQ, là, c'est tous des étudiants à l'université. On se fait comme une espèce de plan croquis. Ben, rien d'écrit, là, c'est. Mais on se dit, ça prend de l'argent. C'est là, les banques. Puis c'était facile de faire des banques dans ce temps-là. Puis on en faisait en esti. Votre plus beau hold-up, c'est lequel? Le plus beau, c'est le premier. On est 4 qui sont rentrés dans la banque. Puis il n'y en a pas un des 4 là, qui avait fait une banque avant. Les autres, les étudiants, ils n'avaient même jamais tenu un arme dans leurs mains. Ça s'est bien passé? Ah oui. D'abord, on était à peu près... Même pas une minute. Ça faisait 10 minutes qu'on était partis quand la police avait... Christ, c'est un hold-up que là. Mais d'ailleurs, par rapport à ce vol de banque-là, dans le fond, vous disiez qu'il y avait eu un vol, je pense. Vous avez été volé... Ah oui, j'avais été... L'argent du premier hold-up, on avait pincé de l'argent américain. Je sais pas, à peu près 1500 $. Mais il fallait changer en argent canadien. On a donné l'argent à Jean parce que lui, il était également correspondant à Ottawa. C'était plus facile de changer de l'argent à Ottawa qu'à Montréal. Mais lui, il connaissait Bachand. Il va aller le changer, lui. Il va me ramener l'argent, il a confiance, c'est bien chum, ça. Puis Bachand, au lieu de le changer, il est parti. Bon, on a appris qu'il était parti aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Moi, je pars après. Moi, tu me redonnes l'argent, ben non, je te tire là. On s'en va aux îles Saint-Pierre. Mario Bachand et moi, on a eu des cautionnements. Puis nous autres, notre but, c'était... Évidemment, c'était de décrisser. Nous autres, on veut aller à Cuba. On s'était déguisés, une rideau blonde, elle nous avait aidés. On s'était teint cheveux, puis tout ça. On voulait passer inaperçu, puis prendre le train de nuit. Puis jusqu'à Halifax, c'est quand même pas combien d'heures, là, c'est long. Notre but, c'est de traverser à Saint-Pierre-Miquelon. Et puis de là, de Saint-Pierre-Miquelon, territoire français d'outre-mer, on pensait ou aller en Europe ou à Cuba. Je suis parti pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on pouvait... L'avion arrêtait à l'époque, arrêtait à Sydney, Nouvelle-Écosse. Il fallait prendre un bateau pour traverser ou un avion qui appartenait au gouverneur de l'île. C'est un petit milieu, Saint-Pierre, tu sais. Mais quand on ne pouvait pas traverser parce qu'il y avait une tempête sur l'Atlantique, le gouverneur nous a confirmé que Bachand était là. Là, j'ai conseillé très fortement parce que j'avais dit, s'il est encore sur l'île demain, je vais sur l'île puis j'enlève le bouchon. Je m'en vais vous couler là, bien coller ça. J'étais en tabarnak. Ah oui? Vous avez au téléphone, le gouverneur? Ben oui, parce que la compagnie d'aviation, c'est lui. Si ma mémoire est bonne, on a demandé l'asile politique. Mais ils étaient dans leur petit soulier à cause de leur... ils ne savaient plus sur quel pied danser, à cause de leur relation diplomatique avec le Canada. Ils ont tout fait pour se débarrasser de nous autres. En nous aidant, justement, en nous suggérant fortement ou en nous aidant à nous en aller ailleurs. Il l'a échappé belge. Parce que je descendais à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis il n'aurait pas sorti d'un morceau. Il en aurait mangé une colisse, en tout cas. On a décidé de tenter notre chance en allant vers Cuba, en passant par les États-Unis. On a usé un petit avion, un petit Cessna, qui nous a débarqué dans le Maine. Puis là, le pilote d'avion, aussitôt qui a atterri dans le Maine, a averti la police, puis on s'est fait intercepter dans le Maine, en direction de Boston. Puis là, on a été emprisonnés à la prison de Boston. Bachand, puis moi. Le temps d'être ramené, rapatrié au Canada. Puis comment que ça s'est passé dans la prison de Boston? Ah, ça a été rough. Ça a été rough. C'était une prison la vieille prison de Boston, là. C'était une prison très, très dure. Le plus anxieux de la gang, c'était le Bachand. La prison. Puis vous, dans le fond, après ça, vous continuez avec la LQ. Oui. Là, vous vous lancez dans le vol d'armes. Bien, le vol d'armes, ça a été une occasion rêvée. Une dizaine de membres
de l'Armée de libération du Québec, qui se décrivait comme le bras armé du FLQ. S'est emparé d'un nombre imposant d'armes. Ces armes-là, où on les trouve, si c'est pas dans un manège militaire? Moi, au Fusée Montréal, j'avais pris mon uniforme de l'armée. J'avais juste changé les étiquettes. Qui c'est qui est mieux qu'un militaire qui est dans un manège militaire, tu sais? On rentre au Fusée Mont-Royal, on va descendre au sous-sol d'où sont les employés. On a attaché à peu près 7 ou 8 dans la cave. On avait été chercher avec les bouteilles d'alcool, des 40 onces. On détachait le gars. Si tu veux pour boire, tu sais. Le gars disait du gin. On lui donnait un grand verre à eau de gin. Ben, gars, les autres, ils ont toujours cru que c'était un exercice militaire. C'était embarrassant pour le gouvernement de voir qu'on pouvait si facilement que ça vider un manège militaire. Tu rentres, il y a un dépôt d'armes devant toi. Qu'est-ce que tu prends? Vas-tu prendre... Ah, tu m'en prendre juste 2? Ou bien tu prends qu'est-ce que tu as là? On a sorti un camion bien plein. Ceux qui ont volé ces armes-là se sont fait prendre pendant qu'au mois d'avril suivant, ils perpétraient un hold-up dans le nord, dans le bout de Saint-Adèle, il me semble. Là. Alors, l'arrestation de ces gens-là a mené à la découverte de presque la totalité de l'arsenal. On a tout retrouvé ça. L'ALQ 1964. L'histoire de l'Armée de libération du Québec marque un recul de l'action entreprise primitivement par le FLQ 63. Leur stratégie politique était fondée sur un besoin des petits bourgeois qui consiste à se montrer plus fins et plus intelligents que les autres. Cette politique les conduisit nécessairement à faire des gestes qui, tout en étant très spectaculaires, vol d'armes dans les casernes, ne firent pas évoluer la conscience du peuple d'un iota. Arrive un autre groupe totalement étranger aux deux premiers, FLQ, ALQ. Celui-là, il se donnait le nom de Armée révolutionnaire du Québec. Eux aussi visaient l'affrontement avec les forces de l'ordre, la guérilla classique, à la Che Guevara. Un de mes beaux-frères qui s'occupait beaucoup de politique, qui aimait beaucoup la politique, qui m'avait emmené avec lui à un rassemblement d'indépendantistes. On nous disait regarde, t'es pauvre dans ton pays, les mines appartiennent aux autres, tout ce qui pourrait être ta richesse appartient aux autres. Il serait probablement temps de sortir de là. Puis un jour, je n'aimerais pas de nom, naturellement, il y a quelqu'un qui me dit tu voudrais venir avec nous autres, tu voudrais faire partie du FLQ, bien sûr. Et éventuellement, on m'a dit tu vas faire partie de l'Armée révolutionnaire du Québec. Et j'ai été emmené dans un camp près de Saint-Boniface où plusieurs autres gars que je ne connaissais aucunement, on s'est rassemblés sous la direction de Schirm, François Schirm. François étant un ex-sergent de la Légion étrangère, avait beaucoup de capacité de nous entraîner. Alors, la différence entre un mouvement de libération et puis le terrorisme, c'est que le terrorisme est aveugle, il frappe tout le monde, et c'est la haine, c'est le déchaînement, c'est le désespoir. Tandis qu'un mouvement de libération, on regarde, on veut gagner la sympathie de la population parce qu'on est petit, on est peu nombreux, on ne peut pas compter qu'on va le défaire tout le système. On fait pour le peuple. La lutte de l'indépendance du Québec, c'est le combat de ma vie. Il n'y en a pas eu de maquis ici au Québec. Il y a eu des gens qui sont entraînés dans des camps d'été, mais ça n'a rien à faire avec les maquis. D'ailleurs, l'action entreprise par la FLQ n'était pas une action de guérilla ni de maquis. D'ailleurs, la guérilla est impossible au Québec. On n'est pas au Yénan, en Chine, c'est avec les moyens de communication, mais elle se fait dans les usines, elle se fait au niveau des employés de la Ville de Montréal qui demandent des augmentations de salaire. C'est là que la révolution marxiste se fait, au niveau de la sueur des tripes. C'est ça, la révolution. Schirm nous a montré des techniques de combat, des techniques de survie aussi. Mais il faut dire qu'on n'avait même pas une arme pour s'entraîner à tirer. On nous promettait, oui, on va en avoir des armes, oui, pas de problème. Ça sera pas long, puis on avait beaucoup de discussions entre nous. On a commencé à dire, mais là, ça n'a pas de sens, là. Alors, on a décidé de faire un vol d'armes. Les manèges militaires étaient sous surveillance.
Alors, il n'était pas question d'aller faire une autre descente dans un manège militaire. Il y avait à l'époque un magasin d'armes à feu qui s'appelait le International Firearms. Alors, il a fallu voler un auto, chose que personne n'avait jamais faite parmi nous. On avait besoin d'un chauffeur qui avait une bonne expérience de conduite. Alors, on a demandé à Cyriac s'il voulait venir avec nous et être conducteur. Là, il m'a demandé s'il voulait participer. J'avais dit, pourvu qu'il n'y a pas de violence, qu'on fait ça d'une façon en douceur. J'ai conduit une auto volée, et puis je conduisais jusqu'au magasin Firearms. J'ai exigé, et c'est ainsi que le cours de ma vie a changé, j'ai exigé que ce serait moi qui aurais l'arme chargée. Parce que je me suis dit, si jamais la police arrive et qu'il se fait du tirage, moi, je vais tirer. Nous, on avait rassemblé tous les gens dans une pièce, puis moi, je surveillais l'entrée. Malheureusement, dans l'opération, il y a un monsieur qui était aux toilettes, puis le monsieur est sorti. Puis là, il me vu avec un arme. Puis là, il me dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » En anglais. « What are you doing there? What do you want? » Puis là, il a voulu sortir sur moi en faisant un geste pour attraper ma carabine. Ça a été automatique. J'ai tiré, j'ai pas visé, j'ai tiré. Et malheureusement, il est mort immédiatement dans les secondes qui ont suivi. Et là, ça a été, si tu veux, un petit peu la panique. C'est pas prévu. Personne ne voulait tuer personne. Je voulais pas aller là. Au même moment, de l'autre côté de la rue, il y a un système d'alarme qui part. La police est là, voit que c'est quoi l'affaire. Ils entendent bang! Hey, ça se peut-tu, hein? Le bord de la rue. Alors, les policiers rentrent dans la place. M. Péniche, qui était un employé, descend l'escalier, puis il a une carabine dans les mains. Lui, il veut défendre, il veut se défendre. Mais la police voit quelqu'un descendre avec une arme à feu dans les mains, dans un pareil contexte. Bang, ils l'ont tué. J'ai réussi à m'enfuir ainsi que François, mais François a été cerné. La police a tiré sur lui, il était blessé une jambe. Puis moi, j'ai été arrêté 3 jours plus tard dans un camp près de Boniface, où j'avais rejoint mes compagnons d'armes. François Schirm et Edmond Guénette ont été condamnés de pendu. Tu sais, moi, je me disais, j'ai beau être sensible, c'est sûr que ce sera pas facile, mais je vais me tenir debout comme un homme, puis je vais mourir comme un homme. Moi, ils n'auront pas besoin de me porter. Je vais me lever, puis je vais dire « Vive le Québec libre », puis ils vont me pendre là-dessus, Je m'étais préparé, parce que même s'il n'y avait pas la mort, il n'y a rien qui ne nous disait pas que le gouvernement ne voudrait pas faire un exemple. Tu sais? Fait qu'en soi, je me disais, si c'est la dernière chose que j'ai à faire dans la vie, je veux au moins cette chose-là, bien la faire. Moi et François, on était absolument d'accord avec ça. Il n'y avait aucun problème. Mais là, les libéraux étaient de retour au pouvoir. Est-ce que Schirm et Guénette vont être pendus? Ils n'ont pas été. Il y a un autre procès, puis il a été condamné à prison à perpétuité. Puis moi, mon rôle, j'étais là comme un témoin. J'avais rien fait. Tu sais. Ça a été quoi la peine? À vie, condamné à vie. Cette action fut inutile. Lorsqu'un groupe de révolutionnaires a choisi un type d'action suicidaire, il faut que cette action prenne des proportions énormes pour que les gestes restent gravés dans la mémoire du peuple. Ce qu'il faut retenir du FLQ 65, c'est que les auteurs de cette attaque furent les premiers à être condamnés à perpétuité et qu'à ce titre, Delisle, Guénette, Schirm ont droit à notre respect. C'est la police qui m'a appris que Bachand était mort. La police française et la RCMP sont venus me voir au pénitencier. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'ils savaient que je cherchais... je l'ai cherché, tu sais. Pour y mettre la main au collet, pour y dire un peu plus que ma vie... je voulais le tuer, Corée. Oui? Bon, je l'aurais tué. C'est une grande gueule qui foutait tout le monde dans le trouble. Puis toi, est-ce que tu m'affirmes vraiment que t'as rien à voir avec la mort de Bachand? Rien à voir avec la mort de Bachand. Pourquoi j'aurais affaire avec la mort d'un individu qui, je sais même pas, qui est en France puis il se fait tuer en France?
Oui, mais t'avais des raisons de vouloir le tuer. Oui, des raisons. Oui, j'en ai des raisons. Tu sais, mais ça veut pas dire que... Parce que j'ai telle raison pour vouloir lui régler son compte que s'il se fait tuer, que c'est pour cette raison-là qu'il a été tué. Tu sais, je veux dire, là, c'est pas pour ça. Là. Il a été tué parce que le gars, il a une grande gueule. Il a foutu du monde en trouble en France. Quand je suis obsédé par quelque chose, j'ai pas peur de confronter les gens. Puis moi, c'est particulier parce que j'ai créé quand même des liens avec certaines personnes qui sont possiblement des suspects aujourd'hui. Puis moi, je sais que je suis une des rares personnes qui accepte de rencontrer à cause que je suis le fils de Paul Rose. Donc j'ai accès à ces gens-là, dont j'ai comme le sentiment que je suis peut-être le dernier espoir de Michel Bachand. J'ai travaillé avec Paul plusieurs années au Conseil central de Montréal de la CSN. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à McGill français. Et Paul était venu chez moi pour venir chercher des tracts. Et par la suite, je l'ai rencontré plusieurs années plus tard. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de travail. Mon père, quand il est sorti de prison, c'est Michel qui l'a aidé à se trouver un travail dans le monde syndical. Donc, ils sont devenus très proches. Donc, moi, je connais Michel depuis toujours. Puis, ça serait vraiment important pour moi, parce que je sais que c'est une histoire qui l'habite depuis toujours à se poser des questions. Si je pouvais lui arriver avec des réponses, puis l'aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec son frère. On sait par les journaux de l'époque que Robert Hudon est retourné en prison en 70. Donc, évidemment, ça ne peut pas être lui qui a commis le meurtre directement. Il l'a sûrement pas commandé en direct de sa cellule. Là. Surtout qu'à l'époque, il y avait des vérifications de tout le courrier des prisonniers, puis on n'aurait sûrement pas laissé passer ça. Là. Si on exclut Robert Hudon, ça nous ramène à 65, à la création d'une nouvelle cellule par Michel Duclos, qui est une journaliste très connue à l'époque. De Télémétropole. Télémétropole. Et puis qui a fait notamment un reportage en Algérie en 63. Elle a côtoyé des membres du FLN. Et puis autour de Michel Duclos et de son réseau, il y a un certain François Dorleau qui gravite. On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, mais c'est un personnage important pour la suite de notre enquête. Alors, est-ce que cette cellule-là a un rapport avec le meurtre de Mario Bachand? C'est une question qu'on doit se poser. Michel Duclos, c'est un nationaliste. Elle est venue nous donner un coup de main nationaliste, tu vois, en tant que Française. Moi, c'est comme ça que je le percevais, tu vois. Même que je doutais à un moment donné qu'elle ait été dans les services secrets français. Elle était trop à l'aise, elle était trop bourgeoise, tu sais. Elle m'a emmené une couple de fois dans sa voiture. Puis elle m'a emmené dans un spot où elle dit, si tu veux faire une résistance contre le système, c'est ça qu'il faudrait commencer à attaquer. Puis nous autres, on calcule d'attaquer la Statue de la Liberté. Moi, je regarde ça, je dis, c'est monac, ça n'a pas de style d'allure. C'est trop gros, tu sais, on n'est pas dans le fascisme, tu sais, j'ai dit, ça prendrait une bombe atomique pour faire sauter ça, tu sais, quasiment, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Il peut faire sauter la tête au maximum, tu sais. Mais tout l'ensemble, là, sacrément. Il y avait un contact avec les Black Panthers. Les Black Panthers, ils étaient appréciés à l'époque parce qu'ils se battaient contre l'impérialisme américain aux États-Unis, tu vois. Fait que c'était déjà quelque chose d'important pour nous autres. Mais j'étais pas prêt à faire n'importe quoi, là. Finalement, je me suis éloigné d'eux autres. François Dorleau, est-ce que ça dit de quoi? Non. Michel Duclos a fait de la prison. Elle s'est par la suite exilée au Liban, puis on l'a plus revue au Québec directement. Bien, on a entendu parler d'elle en 2001 parce qu'elle a été nommée représentante du Québec en Algérie par Louise Baudouin. On a essayé de parler à Michel Duclos, mais dans un courriel, elle nous a simplement dit « Oubliez-moi ». Elle a complètement refusé. Puis d'ailleurs, elle est malheureusement décédée 10 jours plus tard. Si on revient en 1965, Michel Duclos, autour d'elle, il y a François Dorleau, qui va être le futur conjoint de Louise Baudouin. Lui, il n'est pas ni arrêté ni accusé. Il est seulement interrogé par rapport au vol de dynamite. Donc, il continue son chemin. Et puis, par la suite, on le retrouve à Paris.
C'est un ami de Mario Bachand. Il l'a aidé justement à se loger à Paris. Mario Bachand, il avait besoin d'aide pour ça. C'est un personnage aussi important de l'Association des étudiants québécois en France. Il faut savoir que François Dorleau, et comme Michel Bachand, c'est parmi les dernières personnes qui ont vu Mario Bachand vivant. Ça a été long, ça a été dur, mais Michel accepte finalement de témoigner. Super. Mais elle préfère que ce soit moi parce que c'est une histoire qui est assez difficile pour elle. Puis on a comme développé un lien de confiance. Puis j'ai promis qu'on lui reviendrait avec des réponses à ces questions. Mon frère, c'était un gars qui aimait organiser des affaires, qui avait du charisme. Il avait ses défauts parce que tout le monde me dit « Ben oui, mais c'était pas un saint. » Ben non, j'ai jamais dit que c'était un saint, là. Mais il y avait beaucoup de charisme, il aimait organiser des manifestations, il y avait des idées politiques. À un moment donné, j'ai reçu une lettre. Il m'annonce qu'il est à Paris, qu'il vit à Saint-Ouen chez un ami, Pierre Barral. Puis il me dit, bien, j'aimerais ça que tu viennes. Tu pourrais aller avec un ami à moi, François Dorleau, faire un petit voyage à Clermont-Ferrand, ça te ferait découvrir du pays. Bon, tu sais, correct. Il est venu nous chercher avec François Dorleau. François Dorleau nous hébergeait à Meudon. Le lendemain, on est revenu à Paris et nous on est suivis. Bon, j'ai dit, on est suivi où? Il dit, regarde de l'autre côté, il y a un monsieur avec un impair, je me rappelle de la couleur de l'impair, beige, puis la caméra au cou. Mais tu sais, à Paris, c'est la police ou un touriste, là? Bon, ben là, j'ai dit, on est suivi, on part dans le métro en courant. Et là, il me dit, en entendant le métro, j'ai peur d'être assassiné. Là, tu dis, oh, pelaille, bon, j'ai dit à un moment donné, mais qui veut t'assassiner? Et il me dit, pas sûr, pas certain, mais peut-être François Dorleau.